Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de Thémavet. Et moi, je suis Manuelle Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de Thémavet. Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuelle qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant. Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout, pas de culpabilité. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons d'être ASV. Belle écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de nos 4 hors-séries de l'été dédiés aux ASV, j'ai le plaisir d'accueillir David Carwen, ASV au masculin. Bonjour David, comment vas-tu ? Oui, bonjour, tout va bien. Alors David, tu as 50 ans, tu es ASV, mais ce n'est pas ton premier métier. En fait, jusqu'en 2019, tu étais chef d'exploitation, puis tu t'es reconverti pour devenir officiellement auxiliaire vétérinaire il y a 1 an maintenant. Tu nous raconteras bien sûr dans cet épisode comment et pourquoi cette reconversion et pourquoi à ce moment-là de ta vie. Aujourd'hui, tu es ASV au sein d'une structure vétérinaire dans laquelle tu t'emploies à tenir tous les rôles de l'ASV, que ce soit en back-office ou en front, mais ton domaine de prédilection reste l'assistance en chirurgie. À côté de ta vie professionnelle, tu as une vie privée bien remplie puisque tu es papa de 3 enfants, dont la petite dernière qui vient de fêter ses 5 ans. Et l'équilibre vie pro, vie perso, c'est justement un sujet très important quand on est ASV. Dans ton cas, tu travailles un samedi sur 2 et tu es de repos le jeudi, alors organiser le quotidien et les moments de repos en famille, c'est parfois un véritable challenge. Au-delà de tout ça, tu as un profil plutôt atypique pour un ASV. En effet, ça ne vous aura pas échappé, mais David est un homme, dans une profession féminisée à 96%, et il est maintenant dans la fleur de l'âge, là où 53% des auxiliaires ont moins de 35 ans. Mais évidemment, celui qui parlera le mieux de tout ça, David, c'est toi. Alors je te propose qu'on attaque. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on reparte un peu en arrière. Donc avant de te reconvertir pour devenir ASV, tu étais chef d'exploitation. Quel a été finalement ton parcours professionnel dans ta vie d'avant ? Alors, dans mon parcours professionnel, ça a toujours été quelque chose d'assez atypique. Donc, en reprenant concrètement mes études, je m'étais arrêté à une première année de bac parce que j'avais été effectivement orienté dans quelque chose qui me plaisait pas et je voulais absolument, depuis que j'étais enfant, faire biologiste marin. Donc du coup, j'ai été complètement orienté dans autre chose et donc ça ne me plaisait pas. J'ai arrêté mes études, je suis parti à l'armée parce qu'à l'époque le service militaire était obligatoire et en revenant, j'ai pris en fait un premier travail, le premier qui était venu parce que j'avais besoin de travailler. Et donc j'ai commencé comme préparateur de commandes et comme j'ai été autodidacte en fait, j'ai toujours évolué au sein des entreprises. Donc j'ai évolué dans cette première entreprise et j'y suis resté 10 ans. Et on va dire que ça a toujours été, quand je changeais de métier, un petit peu mon parcours professionnel, c'était de toujours repartir de zéro pour remonter dans la société et évoluer. Et du coup, chef d'exploitation, ça consistait en quoi, puisque c'était ton dernier poste avant ta reconversion ? Oui, tout à fait. Alors, chef d'exploitation, j'ai fait 10 ans chez DHL. Donc, j'ai commencé comme inventoriste. Donc, pareil, j'ai commencé à compter des colis. C'était un métier que je connaissais pas du tout. Et au fil du temps, au bout d'1 an, on m'a proposé de passer responsable de secteur, parce qu'à l'époque chez DHL ça s'appelait responsable de secteur. Et donc c'était du coup de prendre en charge une équipe avec des chefs d'équipe et mes préparateurs pour préparer. À l'époque c'était effectivement du textile. Donc voilà, j'y suis resté aussi dans cette société pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai fait un petit break en élevage reptile, donc première approche justement du monde animalier que je voulais faire. C'était lors d'un stage aussi, 6 mois, et ça a duré 2 ans. Donc malheureusement, cette société a fermé. Je me suis posé la question après, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, je suis retourné en logistique puisque c'était la chose que je savais le plus faire.
Et du coup, je me suis retrouvé chez XPO à l'époque et j'y suis resté 5 ans. Donc on arrive petit à petit jusqu'en 2019 avec ces différents métiers et différents parcours. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de tout changer. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à vouloir changer d'orientation professionnelle? Ah bah pour être très clair, alors c'est toujours été des métiers que je n'ai pas choisis. Je veux pas dire que je les ai pas aimés parce que voilà, chez DHL j'ai vécu une superbe aventure et mais ça a toujours été des métiers que je n'ai pas choisi, que j'ai choisi parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Euh, mais pas un choix personnel et définitif de ce que je voulais faire. Donc à un moment donné, quand j'étais chez XPO, ça se passait pas très bien, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'étais usé, fatigué. Euh, c'était des horaires intensifs et du coup, j'ai eu un petit peu marre de ce métier. Je me suis retrouvé au chômage et là, la grosse question à ce moment-là s'est posée, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et est-ce que à bientôt 50 ans, c'est pas le moment non plus de décider de vouloir faire autre chose? Effectivement, c'est sûr qu'à un moment donné, ce sont des grandes questions et pourquoi alors avoir choisi à ce moment-là, d'aller vers ce métier d'ASV? Alors, pourquoi le métier d'ASV? Parce que concrètement, c'était celui qui se rapprochait du coup pour le plus de ce que j'aimais, en tout cas les animaux, hein, à savoir que depuis que je suis enfant, je crois que j'ai toujours été entouré d'animaux, hein, que ce soit des poissons, des tortues, des lapins, des furets, des hamsters, des chiens, des chats, des oiseaux, et il n'y a pas si longtemps que ça, pendant 10 ans, des reptiles. Donc voilà, je trouvais que, quitte à faire un métier animalier, celui-là pourrait me satisfaire amplement. Et comment ça se passe quand ça fait 25 ans qu'on travaille et qu'on doit se lancer, dans une reconversion, c'était quoi tes options concrètes quand on était au chômage pour financer et se lancer dans une reconversion professionnelle? Alors, c'est là toute la difficulté. Enfin, en tout cas, quand je me suis retrouvé au chômage, il y a eu, alors déjà quelques mois de réflexion, parce que voilà, ça s'impose pas tout de suite, hein, dans la tête. Hein. Il y a quand même des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais faire financièrement? Est-ce que je suis? Est-ce qu'il faut que je retrouve un travail tout de suite? Donc j'ai continué à prendre quand même le temps. Et Pôle emploi m'avait proposé à l'époque de faire une formation qui permettait de voir un petit peu mes orientations, mes intérêts. Alors, est-ce que j'étais plus manager, plus dans le scientifique, etc., etc. Et du coup, au bout de cette formation qui a duré, si je me souviens bien, 3 mois, il s'est avéré que ce que je pensais moi ressortait justement entre guillemets de cette étude. Et donc, au bout de ces 3 mois-là, je suis retourné avec mon projet en disant, voilà, moi, ce que je veux, effectivement, c'est faire ça. Donc, très bien, mais malheureusement, en fait, quand je me suis aperçu que de faire cette formation-là n'allait pas m'apporter spécialement une aide, justement, de Pôle emploi pour pouvoir faire cette formation-là. Donc, voilà, ça a été déjà un des premiers obstacles dans mon parcours de reconversion, en sachant que la formation que j'avais décidé de faire était onéreuse, hein, faut pas se cacher. Voilà, donc en sachant que je participais moi financièrement à 95% à la formation, enfin en tout cas au paiement de la formation, mais ce qui n'a pas suffi à ce que Pôle emploi me suive dans ce projet. OK, et du coup, concrètement, parce que donc tu connaissais ce métier, d'auxiliaire, vétérinaire, tu as décidé que c'était vers ça que tu voulais t'orienter et finalement Pôle emploi t'a pas aidé. Donc comment tu as pu, intégrer finalement la formation et quelle formation tu as intégrée? Alors comment j'ai pu rentrer dans cette formation? C'est
j'avais eu un peu de chance d'avoir un CPF dont je n'avais pas touché depuis le début de ma carrière professionnelle, donc ce qui m'a pas mal aidé. Un fonds propre que j'avais mis de côté, ce qui a été aussi beaucoup de questions, parce que c'était un engagement financier et que j'avais une famille, j'ai toujours une famille, et qu'il fallait se poser la question de savoir est-ce que je mets cet argent-là dans ma formation, est-ce que c'est égoïste ou effectivement non, j'y touche pas parce que il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes. Donc ça a été beaucoup de questions et j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui quand elle a vu que je ruminais trop, que je me posais trop de questions, m'a dit arrête de ruminer et fonce. Et donc elle m'a aidé aussi sur le plan financier, elle m'a aidé moralement et ça a été en fait concrètement l'élément déclencheur pour que je passe le cap, parce que je pense qu'effectivement que je n'aurais pas passé le cap tout seul. C'est important, le soutien de famille dans ce type de situation, parce qu'effectivement, tu le disais très bien, ça implique beaucoup des sacrifices quand même, globalement. Du coup, si je comprends bien, tu as financé avec tes fonds propres et avec ton compte professionnel de formation l'intégralité de la formation. Tu as choisi quelle formation du coup ? Alors, j'ai choisi l'ESAV, donc l'Institut Bonaparte, parce que concrètement, c'était pour moi la formation, quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait, correspondait le plus à mes attentes, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire que la formation était quand même complète, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir justement chien-chat, naturellement, mais on avait l'option NAC qui était intégrée, équine et rural. Et ce qui faisait pour moi quelque chose de complet et qui me permettait, ne sachant pas exactement dans quelle clinique j'allais évoluer à terme, avoir un panel un peu plus important pour pouvoir effectivement prétendre en fait, provoquer la chance de pouvoir avoir au moins une clinique dans laquelle je peux intégrer, parce que j'aurais fait tel module concernant justement NAC, équine et rural. Et comment elle s'est passée alors du coup cette formation ? 2 ans, c'est quand même long. Comment tu les as vécus ces 2 ans ? Très bien, très bien. Enfin, ça s'est très bien passé. C'est vrai que je me souviendrai toujours de mon premier cours où quand on a commencé, alors c'était sur la biochimie des aliments, il me semble. Et quand on a commencé à faire de la biologie, je me suis dit oh là là, dans quoi je suis rentré, j'étais complètement largué, faut le dire, étant donné que à 50 ans, ça faisait mon parcours scolaire, ça faisait bien longtemps que je l'avais mis derrière moi. Donc oui, il y a eu un petit moment de flottement, mais après je suis quelqu'un de très têtu et je me suis dit de toute façon j'y compte bien y rester. Donc l'intégration sur mes 2 ans se sont au niveau école se sont parfaitement bien passées, il n'y a pas eu de soucis. Familial, heureusement encore une fois que ma femme m'a toujours épaulé et qu'on a toujours trouvé des arrangements, parce que toute la complexité c'était ça avec notre petite dernière qui allait à la maternelle en plus à ce moment-là, c'était de pouvoir se dire écoute, toi normalement tes cours tu les finis à telle heure, est-ce que tu peux aller chercher la petite? Donc on remaniait tout le temps nos plannings pour pouvoir faire ce que moi je devais faire pendant 2 ans. Oui, j'imagine que ça a dû parfois être un véritable casse-tête, d'autant que cette formation, tu la faisais près de chez toi ? Alors non, j'étais donc moi je suis dans le 91, donc je dois être à peu près à 40 km, 50 km de Paris. Donc oui, non, je prenais le RER tous les matins pour aller à l'Institut Bonaparte, qui était, elle, dans le 15e. Et puis en plus, je suppose qu'au-delà des cours, tu avais du travail personnel à la maison par rapport à tout ça, et que ça te prenait encore du temps à la maison. Ça, comment tu le gérais ? Alors oui, il y avait toute la partie familiale, donc effectivement s'occuper de ma petite dernière,
faire à manger, donner le bain, parce que ma femme avait aussi des horaires avec une amplitude assez importante aussi, donc on jonglait. Et puis il y avait effectivement tous les cours à réviser aussi le soir, donc oui, effectivement, ça a été des soirées assez longues, avec très peu de sommeil aussi de temps en temps, quoi. Oui, ce qui facilite pas les choses quand on doit travailler, être fatigué, ça n'aide pas. Pendant ces 2 ans de formation, tu as eu des stages pratiques à faire. Comment ça se passait de ce point de vue-là au niveau organisation? Alors moi j'ai eu cet avantage extraordinaire, c'est que en fait normalement dans l'idée j'aurais dû faire des stages dans plusieurs cliniques, voilà, changer un petit peu. Alors pour rien cacher, j'ai fait quand même pas mal de cliniques. On était en période Covid à ce moment-là, ce qu'il faut savoir aussi. Et concrètement, voilà, c'était très très difficile de faire d'avoir des stages en structure clinique. Et j'ai dû faire au moins dans toute la région une trentaine de cliniques, avec malheureusement des refus ou on prend pas, ou non, c'est période Covid donc on évite. Et vraiment la dernière clinique que j'ai faite, en étant complètement dépité, ça a été bingo. Ça a été la clinique dans laquelle j'ai fait tous mes stages pendant 2 ans, parce que concrètement, voilà, j'ai fait un entretien d'1 heure avec la patronne, et du coup le deal était de je te prends pendant ces 2 ans-là et tu finis avec moi dans la structure, voilà, et je te prends au bout des 2 ans. Et c'est le cas? Et c'est le cas. Donc tu travailles toujours dans la structure dans laquelle tu as fait tous tes stages. Finalement, tu as travaillé dans une seule structure vétérinaire. Voilà, j'ai évolué vraiment dans la seule structure vétérinaire que j'ai faite pendant mes stages et qui est maintenant ma structure professionnelle. Bon, du coup, tu es devenu officiellement ASV en 2022. Alors bon, si on est complètement pointilleux, pas tout à fait ASV, mais auxiliaire vétérinaire, puisque tu n'as pas fait le GIPSA et donc tu n'as pas officiellement l'échelon 5, mais bien l'échelon 3 de la convention collective. C'est un problème pour toi, ça, ou pas du tout? Alors concrètement, oui, c'est un problème. C'est un problème parce que je pense pas démériter par rapport à d'autres ASV, hein, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, moi je connais mes forces, je connais mes faiblesses, et je me dis aussi, voilà, c'est l'avantage aussi qu'on a eu à l'ESA, c'est quand même qu'on a des modules que l'on a fait en plus, et je pense qu'on ne démérite pas dans cette chose-là, parce qu'il n'y a pas une chose que je ne fais pas en structure que mes collègues GIPSA font. Donc après, voilà, je pense que c'est effectivement parce que c'est comme ça. Donc je l'accepte, hein, je ne fais pas, voilà, je me place pas en échelon 3 et me dire je fais ce que doit faire un échelon 3. Je suis très linéaire là-dessus, c'est que je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qu'on doit faire, et parce que je travaille dans une équipe extraordinaire, et que voilà, et que ça se passe super bien. Donc l'échelon 4 moi pour tout vous dire, je suis échelon 4, hein, et mais voilà, c'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça, à part peut-être le côté financier. Mais dans mon quotidien, je ne me considère pas comme un échelon 4. Alors j'allais y venir, hein, justement, la question très concrètement dans le quotidien, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'ASV qui ne sont pas échelon 5 au sens de leur formation finalement, c'est le problème financier, c'est la question financière. Donc tu as répondu à la question que j'allais te poser. Donc toi, tu es considéré et payé comme un échelon 4, si j'ai bien compris? C'est ça. Et du coup, est-ce que tu envisages de passer la VAE un jour qui te permettrait d'obtenir cet échelon 5 ou pas du tout? Ah, mais c'est le Graal. Après, je ne cache pas que ça reste quand même un aspect financier, étant donné que quand déjà on finance sa formation de 2 ans, c'est déjà un coût, et que financer une VAE, c'est quand même pas non plus donné. Voilà. Mais oui, effectivement, ce que je désirerais, c'est vraiment passer échelon 5 et voilà, et boucler la boucle.
Tu penses que tes employeurs ne te passeraient pas à un moment ou à un autre à l'échelon 5, même si tu ne passais pas la VAE? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne connais pas la politique, donc peut-être par expérience avec le temps, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, à ce que j'ai compris actuellement, c'est que tant qu'il n'y a pas de VAE, il n'y aura pas d'échelon 5. Ok, c'est très clair et on te souhaite que ça évolue en tout cas. Tu es donc devenu auxiliaire vétérinaire après une reconversion professionnelle. Est-ce que tu as trouvé le métier que tu espérais? Ah oui, oui, concrètement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Après, la surprise a été plus dans l'intensité du travail. C'est vrai que quand on est j'ai été client, hein, voilà, comme tout le monde, et j'allais dans les cliniques vétérinaires, et du coup, tout ce quand on voit ce qui se passe devant, on se rend pas compte en fait du travail que c'est. Que ce soit à l'accueil avec quand je vois mes collègues ou quand j'y suis, tout ce qui est appel téléphonique, gérer effectivement les cas au cas par cas, de savoir si effectivement c'est un rendez-vous qui va être urgent, un rendez-vous qui peut attendre, toute la partie administrative, toute la partie commande, hein, pour tout ce qui est justement les produits vétérinaires, les médicaments. Voilà, après, et puis tout ce qui se passe aussi derrière et que le client ne voit pas, hein, c'est-à-dire s'occuper des animaux après chirurgie, les chirurgies en cours, traiter les urgences quand elles arrivent, aider effectivement les vétérinaires pour tout ce qui est contention, manipulation, examen. Non, c'est un travail qui est effectivement très très intensif. Oui, très complet et très varié, mais du coup à un rythme qui est non négligeable et effectivement qu'on n'envisage pas forcément quand on n'est pas de l'autre côté du décor, je dirais. Pour toi, les points forts de cette profession, ce qui fait que tu resterais dans ce métier-là pour toutes les années à venir, c'est quoi exactement? Ah, les points forts, c'est alors moi je suis quelqu'un qui travaille énormément à l'affectif. Donc j'ai une chance extraordinaire, c'est de m'entendre avec mes collègues et ce plaisir en fait de travailler en équipe. Voilà, ça c'est quelque chose qui moi qui me motive quand on commence à travailler en équipe avec la communication où on sait quelle est la place de chacun, comment chacun a fait les choses dans la journée et que ça déroule même quand c'est compliqué. Voilà, déjà ça c'est un véritable plaisir. Après effectivement voilà, hein, le côté on est avec des animaux, on suit les vétérinaires en chirurgie, on surveille tout ce qui est anesthésie, etc. Donc ça c'est passionnant, c'est passionnant. Et si on doit parler des points forts, on va aussi parler peut-être des points faibles. Quelles sont pour toi les contraintes finalement de ce métier et qui le rendent difficile dans le quotidien? Alors, ce qui est parfois difficile, c'est de gérer le côté humain. Enfin, en tout cas pour ma part, alors je pense que voilà, c'est encore dernièrement, on m'avait dit que j'étais très linéaire dans le sens où effectivement, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je ne change pas de comportement. Après, c'est vrai qu'effectivement, avec des fois certains clients, c'est plus compliqué et à apprendre à effectivement à être toujours avenant, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est essayer de toujours donner une figure de professionnelle, hein, on va dire, hein, dans le métier. Donc voilà, moi c'est plus effectivement gérer le côté humain, mais parce que je pense que j'ai un côté ours, voilà, de mon côté. Donc je suis, faut pas se le cacher, hein, je suis pas facile au quotidien. Voilà, j'ai un côté, voilà, je suis plus effectivement animaux qu'humain. Après voilà, hein, ça va être des fois 2% de la clientèle qu'on va avoir, mais c'est vrai que ces moments-là pour moi sont des fois les plus pénibles. Après le côté
le côté physique ne me dérange pas. C'est effectivement, on peut se retrouver effectivement avec des chiens avec voilà, qui font dans les 50, 60 kilos. Donc c'est un métier qui est aussi très très physique. Donc alors moi je le prends pas pour un aspect négatif. Hein, c'est voilà, je pense que c'est le côté homme là qui parle. Voilà, pour le côté physique, moi voilà, je me retrouve avec des animaux qui ont un certain poids, c'est pas un souci pour moi, quoi. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté d'organisation de ta vie professionnelle et personnelle pendant ta formation, depuis que maintenant tu es en poste, ça va mieux? Ça se fait bien cette organisation ou c'est toujours compliqué? Alors, j'eus cru que ce serait plus souple. Et non, enfin mais concrètement, voilà, je suis rentré dans une structure qui était déjà très organisée, où chacun avait effectivement ses plannings horaires, ses amplitudes horaires. Et le deal, effectivement, c'était, ce que je comprends tout à fait, hein, pour pas déstructurer une structure. Moi j'avais un planning qui était déjà préétabli. Donc encore une fois, alors je vais très magnifier ma femme, mais elle a fait énormément de sacrifices et encore actuellement pour pouvoir rendre compatible mon planning avec le sien. Donc c'est-à-dire qu'elle a quand même changé des horaires qui étaient habituellement plus souples pour elle, pour que moi je puisse avoir voilà, pouvoir finir des fois à 19h voire 19h30. Et pouvoir aussi toujours avec notre petite dernière pouvoir aller de temps en temps soit aller la chercher à l'école, ce que je fais le jeudi quand je suis en repos, ou un lundi sur deux quand je suis en repos. C'est-à-dire que là Amy est à la maison le midi, puisque je la récupère le midi pour manger avec moi, j'en profite, et puis la récupérer à 16h. Sinon, après, effectivement, elle est au centre le soir, mais ça veut dire 19h maximum. Donc, que ce soit moi ou ma femme, quand c'est nous qui devons aller la chercher, on court un petit peu quand même. Oui, ça c'est les contraintes des parents, que ce soit pour les auxiliaires ou pour les vétérinaires. Les horaires des cliniques sont pas toujours compatibles avec les horaires des garderies et malheureusement, c'est compliqué quand l'urgence de dernière minute arrive et que pour autant il y a un enfant qui attend qu'on arrive pour venir le récupérer, et ça demande souvent des sacrifices par les conjoints et conjointes, qu'on remercie d'ailleurs au passage pour tout ça. Tu l'as survolé un petit peu jusqu'à maintenant. Tu es donc ASV et un homme dans un milieu assez féminin. Tu as abordé cette question autour du poids de certains patients. On a publié cette semaine un témoignage d'un ASV qui nous explique que ça n'a pas toujours été facile pour lui d'être un homme dans cet univers très féminin. Alors en fait, lui le vit très bien, mais il n'a pas toujours trouvé facilement des postes où il était accepté sans difficulté. Pour toi, alors on a compris que tu étais dans la même structure depuis tes stages de formation, mais c'est quelque chose qui peut poser problème d'être un homme dans cet univers féminin? Très sincèrement, non, je ne pense pas. Alors oui, effectivement, moi j'ai eu cette chance, effectivement, avec mes stages d'être toujours dans la même structure, donc de finir par connaître les gens, mais après je les connaissais qu'une fois par semaine, ou alors pendant un mois quand je devais faire un stage long. Maintenant, quand effectivement en juillet de l'année dernière j'ai intégré la structure en tant que embauché, voilà, on a fini par se découvrir, et moi de mon côté, effectivement, intégrer une équipe féminine, c'est plutôt bien passé, même très bien passé, parce que moi je sais que j'ai des collègues qui sont très très avenantes, qui quand j'avais des doutes au début ont toujours été disponibles pour moi. Donc ça a été une intégration qui s'est quand même fait en douceur, et voilà, ça n'a pas été quelque chose de négatif pour moi.
cette intégration au sein d'une équipe féminine. Tu savais avant de te lancer dans cette reconversion et vers cette profession que c'était une profession qui était à ce point-là féminisée ou pas du tout? Ah oui, complètement. Oui. Puis de toute façon, pour avoir fait quelques structures vétérinaires en tant que client, j'ai toujours vu des ASV qui étaient féminines. Donc non, ça me choquait pas plus que ça. Et le fait d'être un homme dans ce métier, quels en sont les avantages, toi, que tu en retires, je dirais? Alors, j'ai essayé de réfléchir longuement à cette question. Alors, ça va être très péjoratif, mais effectivement, le côté force physique, hein, ça c'est ce qui un avantage pour moi. C'est vrai que voilà, quand on sort de chirurgie, qu'il faut emmener un animal qui est relativement lourd. C'est vrai que moi j'apprécie de le faire seul, tout simplement parce que c'est au niveau de déplacement c'est beaucoup plus facile. Et puis je vais peut-être avoir une collègue qui va me suivre effectivement si le chien a une perfusion, de pouvoir suivre avec le pied de perf, hein, et de pouvoir se déplacer plus simplement. Des fois quand vraiment un animal est lourd et qu'on est à deux, c'est là où pour moi c'est le plus pénible parce que pour se déplacer ça devient un petit peu plus compliqué. On marche un petit peu en canard, c'est moins fluide et voilà. Donc c'est vrai que moi ce côté prendre l'animal tout seul dans mes bras et puis l'apporter jusqu'à sa cage, c'est quand même beaucoup plus sympathique pour mes collègues et pour moi. Oui, c'est ce que j'allais dire pour tes collègues aussi qui doivent, pour le coup, trouver que c'est pas désagréable de pouvoir compter là-dessus. On parlait tout à l'heure des quelques clients plus compliqués que d'autres. La majorité des clients sont adorables, mais c'est vrai que parce que c'est parfois des émotions très fortes qui se jouent autour des problèmes de santé des animaux, il peut y avoir des situations un peu tendues. Dans ces situations-là, ta posture masculine joue ou pas du tout? Alors ça joue, effectivement ça joue. Après, est-ce que ça joue parce que je suis un homme? Je ne pense pas, parce que ça dépend en fait en fonction des situations. C'est-à-dire que je peux moi en tant qu'homme retrouver effectivement dans une situation qui pourrait être conflictuelle, et je connais mes collègues qui me connaissent maintenant parfaitement et mon mode de fonctionnement, qui vont sûrement voir et qui ont l'habitude de voir peut-être quand il y a une petite montée de pression, vont pouvoir intervenir et anticiper, même si effectivement je reste toujours professionnel dans ce que je fais, mais vont sentir qu'à un moment donné je vais avoir un agacement parce qu'ils connaissent mon attitude, et tranquillement vont prendre le relais pour pouvoir effectivement essayer aussi de faire redescendre effectivement cette tension qu'on peut avoir avec certains clients. Et réciproquement, je peux être aussi amené à être aussi protecteur et de faire comprendre à certains clients masculins principalement aussi, et qui auraient tendance à essayer de faire un passage en force, de dire attention, il y a aussi de ce côté-là des propos à pas franchir ou une attitude à ne pas franchir. Donc c'est vraiment une complémentarité qu'on a effectivement dans l'équipe, c'est-à-dire qu'elles arrivent à détecter, moi en tant qu'homme, moi les signaux que je peux envoyer, dont je me rends pas spécialement compte, hein, de peut-être d'une tension effectivement qui monte, et vice versa. Donc voilà. Alors après, c'est pas un avantage de l'homme dans un monde féminin, mais c'est complètement complémentaire. C'est voilà. Je pense qu'on des fois on n'a pas besoin de se dire les choses, et ça se fait naturellement, et il y a un côté protecteur, que ce soit de mon côté ou du côté de mes collègues. Donc non, il y a vraiment voilà. C'est un avantage pour les deux en fait. Oui, c'est ça, c'est réellement, comme tu le dis, une complémentarité qui fait que chacun va avoir ses atouts, on va dire, liés à sa personnalité, hein, qui peut d'ailleurs ne rien avoir à faire avec le genre de la personne, mais simplement être capable
de mieux gérer ou de protéger l'autre ou de soutenir l'autre quand il en a besoin. Et avec cette présence, effectivement, peut-être parfois rassurante dans certaines situations de conflit. Oui, tout à fait, parce que c'est pas spécialement imposer une attitude physique ou autre, mais je pense qu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, c'est de savoir que on a, voilà, on peut être épaulé et pouvoir du coup pouvoir gérer cette situation qui est un petit peu conflictuelle. Et dans tes particularités, hein, donc on l'a dit, être un homme dans cette profession très féminisée, c'est quand même relativement atypique. Ça le deviendra peut-être moins dans les années à venir. Il y a aussi ton âge. C'est une reconversion professionnelle, donc tu es arrivé dans la profession ASV relativement sur le tard. Cette différence d'âge, peut-être plutôt la différence de maturité ou d'expérience, je dirais, de vécu, elle joue dans ton quotidien? Alors, est-ce qu'elle joue dans mon quotidien? Oui, elle peut jouer dans mon quotidien, mais alors après, est-ce que c'est une question d'âge? Je n'en suis pas persuadé. Oui, ça fait déjà maintenant une bonne trentaine d'années que je travaille et j'ai toujours été ponctuel, très très rarement malade. En 30 ans, je pense que j'ai été malade 2 semaines, donc on peut dire que voilà, ça va, je suis assez solide de ce côté-là et du coup oui, mes collègues peuvent compter sur moi et savent que si vraiment je venais pas, c'est pas parce que j'ai pas décidé de pas me lever le matin ou que je me sens fatigué. Enfin, en tout cas, ils peuvent toujours compter sur moi. Je sais ce que c'est que le travail. C'est ma façon d'être. Donc c'est important que les gens avec qui je travaille sachent que je vais être là à l'heure. Après, on peut effectivement avoir des empêchements, que ce soit sur la route, un enfant qui est malade ou quoi que ce soit, mais en tout cas, à 99%, pouvoir compter sur moi. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi une forme de maturité, mais c'est une maturité pas dans l'âge, pas le fait que j'ai 50 ans, mais je pense que c'est une maturité que peuvent avoir des jeunes de 20, 21 ans. Je pense que c'est aussi le parcours de chacun. Des jeunes personnes qui ont déjà eu un sens des responsabilités, qui sont éduquées aussi de cette façon-là et qui sont respectueux justement des collègues avec lesquels ils travaillent. Et du coup, après, effectivement, mon âge fait peut-être que aussi, avec mon parcours professionnel, peut-être le CV, de se dire oui, cette personne-là, elle a fait pendant 10 ans son métier dans une société et du coup, c'est peut-être aussi un gage de garantie de se dire que il perdure dans une société et qui ne fait pas un an dans une structure, un an dans un autre métier où on se dit on sent qu'il est pas stable dans son côté professionnel. Donc je pense qu'effectivement, au-delà de l'âge, je pense que effectivement le CV fait partie et le fait que je sois resté longtemps dans une société fait partie aussi du fait que j'ai été peut-être aussi embauché. Oui, finalement, ça a été un côté rassurant pour tes employeurs de se dire que ton expérience, ton vécu et ton parcours professionnel avaient tendance à prouver que tu étais quelqu'un qui, une fois que tu étais engagé, t'allais jusqu'au bout sans rien lâcher, quoi. Toujours, ça a toujours été ma façon d'être. J'aime pas décevoir les gens en fait. Alors après, on n'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas de me dire qu'on peut compter sur moi, que je suis fiable et que il n'y a pas de surprise quand je dis effectivement quand je m'engage sur quelque chose, en général je m'y tiens. Là maintenant, ça fait donc 1 an que tu es ASV, plus les 2 ans de formation, donc ça fait quand même 3 ans que tu es dans le milieu. Tu te vois continuer comme ça pendant les années à venir et éventuellement jusqu'à la retraite? Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter ou te faire changer encore de carrière, un rebondissement de carrière? Alors concrètement, depuis 1 an, je n'ai pas vu le temps passer. Donc je me dis que si le temps passe aussi vite,
et que ça se passe aussi bien et que je me sens aussi bien dans ce que je fais, pourquoi arrêter? Maintenant, ce qui pourrait éventuellement me faire arrêter, ben c'est peut-être le côté physique aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Faut pas se mentir, 50 ans aussi. Les rouages sont moins vifs qu'à une époque, même si je me sens pas vieillir. Mais non, c'est concrètement, voilà, si on est toujours, si je prends toujours autant de plaisir à faire ce que je fais depuis un an, il n'y a aucune raison que ça puisse changer. Maintenant, je ne connais pas l'avenir, je vis au jour le jour. J'ai arrêté de me projeter, parce que concrètement, des fois, par expérience aussi, à vouloir se projeter, des fois, on est un petit peu déçu. Donc, vivons les choses au jour le jour. Pour l'instant, tout se passe bien et oui, tout à fait. Après, faire évoluer au sein de notre métier pour tout à chacun vouloir peut-être avoir des choses différentes. Ce qui est pour mon cas, j'aurais bien aimé vouloir travailler avec des NAC, en sachant que je suis dans une structure qui fait chien-chat. Voilà, ça aurait été le summum de ce que j'aurais aimé faire. Maintenant, je me plais tout à fait à faire les chiens-chats aussi. Mais pourquoi pas, un jour peut-être que on décidera peut-être de faire des NAC et que ce sera un plus, en tout cas moi personnellement, un petit plus dans ce métier-là. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour toi ou la profession au sens large? Il y a ce fameux échelon 6 qu'on aimerait atteindre et qui, pour une fois, nous permettrait aussi un petit peu d'évoluer au sein de notre métier, des choses que pour l'instant nous ne pouvons pas faire et qui seraient intéressantes de pouvoir faire à terme, donc qui pourraient justement étoffer notre panel des choses que l'on fait déjà et gonfler un petit peu nos connaissances et donner encore plus de valeur à notre métier. Cet échelon 6, tu le sais, probablement, les choses avancent un petit peu de ce côté-là. Un des grands sujets de la délégation d'actes, c'est de savoir quel acte, justement, on déléguerait aux ASV. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire, toi, dans ton quotidien et que, à l'heure actuelle, vous n'avez pas légalement le droit de faire? Ça va être tout ce qui est assistance chirurgie, les injections, les poser des sondes endotrachéales. Enfin après je pense que c'est que ce soit un souhait ASV propre, il faut aussi que je pense que ce soit lié et accepté par les vétérinaires, parce que je pense qu'il y a des actes quand même qui restent très propre aux vétérinaires et qui n'est pas où on est peut-être certaines personnes en tant qu'ASV ne sont pas aptes à faire ou se sont capables de le faire. Donc dans le sens où voilà, il faut que ce soit aussi accessible à un ASV et que ce soit pas non plus des actes vétérinaires qui sont qui sont spécifiques aux vétérinaires. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, pour ma part, poser une sonde endotrachéale, ça reste quand même un acte chirurgical avec une technique qu'il faut avoir. Et je pense pas que même si on est formé, je sais pas si effectivement ça doit passer du côté ASV ou effectivement rester vraiment sur un acte proprement dit vétérinaire. Oui, c'est la grande question, de se demander et de se dire qu'est-ce qui pourrait être délégable, qu'est-ce qui l'est a priori un peu moins. Il y a autre chose que tu as abordé un peu dans ta réponse, c'est aussi la volonté individuelle de chaque ASV. Il faut pas forcément toujours généraliser. Certains ASV, certaines ASV ont envie d'avoir accès à certains actes. C'est pas le cas de tous les ASV. Il y a d'autres choses aussi qui sont délégables dans ta structure. Vous faites un peu de gestion, un peu de comptabilité. C'est des choses qui sont un peu déléguées aux ASV ou pas du tout?
Alors oui, nous on fait tout ce qui est comptabilité. Enfin voilà, quand notre journée est terminée, on va faire la caisse, on va faire la compta, et au matin aussi on refait la comptabilité de la veille. Donc non, ça c'est tout à fait, c'est nous qui le faisons. Est-ce que on a abordé pas mal de sujets, je crois déjà au cours de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire éventuellement aux autres ASV, ou un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aimerais discuter? Alors, ce que je pourrais dire au niveau des ASV, et là, ça effectivement, ça rejoint mon âge. Mon âge prouve, et mon expérience professionnelle prouve que à notre âge, même si on est en reconversion professionnelle et que on vous dit que certaines choses ne sont pas possibles ou ne seront jamais réalisables, il faut se dire que déjà il faut se donner les moyens de pouvoir les réaliser. Peut-être égoïstement ne pas écouter de temps en temps ce qu'on vous dit, parce que je pense que ça arrête pas mal de projets pour certains. Et je pense que si je m'étais arrêté à toutes les choses négatives que l'on m'a dit en disant vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas le faire, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc je pense que je suis le bon exemple pour des gens de mon âge à se dire quand on veut, on peut. Alors effectivement, il y a toujours des freins parce que nos vies ne sont jamais les mêmes, que ce soit financière, familiale. Mais si on a l'opportunité d'y aller, ne pas se poser la question, il faut y aller et ouvrir les portes au fur et à mesure, et être bien entouré parce que c'est important aussi. Et que dire d'autre? Non, foncez. C'est une belle conclusion. Foncez, voilà, c'est ça, c'est le terme, foncer et provoquer la chance. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que dans mon parcours professionnel, j'ai tellement entendu dire oui, t'as eu de la chance de ton parcours ou quoi que ce soit, et je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que la chance ne suffit pas. Mais par contre, provoquer la chance, c'est ce qui fait qu'on y arrive. On n'a jamais de chance dans ce qu'on fait, c'est simplement parce que on la provoque, cette chance-là. Croire en ses rêves et provoquer la chance. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci David pour ce moment de partage. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier les 4 ASV qui ont accepté d'être nos invités pour ces hors-séries de l'été. Merci à Alexandra, Cindy, Julie et David, bien sûr, d'être venus nous confier un peu de leur histoire. Veto Micro, les hors-séries de l'été spécial ASV, c'est fini pour cette année. Merci à vous de nous avoir écoutés et bel été à tous. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.